Salam alaikum, marhaba bikoum. Donc la SER a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour son troisième atelier dédié à la pathologie osseuse. Un immense merci à notre conférencier, Dr Sami Kota. On le remercie vivement pour sa participation. Donc, nos vifs remerciements. Et cet atelier va être dédié à la pathologie osseuse et surtout on a opté pour des choses pratiques. Donc on va voir un petit peu les erreurs qu'on commises pour l'interprétation de l'ostéodensitométrie et quelles sont aussi les autres indications d'ostéodensitométrie en dehors de l'ostéoporose. Ces deux conférences vont être bien sûr présentées par notre invité, Dr Sami Kota. Je tiens aussi à remercier les laboratoires qui ont participé pour cette journée. C'est grâce à eux qu'on bien sûr, on effectue ces ateliers. Et je remercie les présents ici. Et sans trop tarder, je cède la parole à professeur Nissar pour ouvrir cette session de notre atelier d'aujourd'hui. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci, professeur Genani. Chers amis, chers collègues, vous êtes les bienvenus aujourd'hui dans cet troisième atelier de la SER, dont le thème c'est les ostéopathies fragilisantes. Je vous remercie d'avoir répondu présent donc à cette manifestation. Je remercie vivement notre ami Dr Sami Kota. Marhaba, vous êtes les bienvenus avec votre épouse. Monsieur Sami Kota, c'est un pionnier des ostéopathies fragilisantes. C'est l'expert dans l'interprétation et la réalisation de l'ostéodensitométrie. Donc, il a réalisé beaucoup de sujets de recherche dans ce thème. Bien sûr, c'est un rhumatologue attaché à l'hôpital Cochin. Il travaille en même temps dans le système libéral et c'est le référent dans le domaine de l'ostéodensitométrie, dans les pathologies, dans la rhumatologie, de façon générale, les ostéopathies fragilisantes et particulièrement dans l'ostéodensitométrie. Donc nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc il a répondu d'une manière très aimable, il n'a pas dit non dès la première invitation. Je le remercie parce qu'il a formé plusieurs générations dans ce domaine et on a eu le plaisir d'être formé chez lui donc à l'hôpital Cochin lors de notre passage, soit en tant que stage ou lors des DU d'ostéopathie fragilisante. Et je remercie professeur Rafaoui qui a aussi répondu présent à notre invitation pour modérer la deuxième session. Nous remercions tous les comités d'organisation, Madame Louhamed, Madame Ajrouassi, notre présidente, Madame professeur Genani. Je remercie toute l'équipe de rhumatologie. Nous remercions la présence aussi de nos deux techniciennes, Madame Rokhaya et Madame Sarah qui sont présentes. Nos chers amis qui sont installés, les rhumatos, soit à l'hôpital ou dans les cabinets. Je vois la présence de Madame Sater, Monsieur Manès, vous êtes tous les bienvenus donc à cet troisième atelier. Et je remercie aussi les laboratoires qui ont participé, qui nous ont aidés dans l'organisation de cette formation, les laboratoires Iberma, Zenith Pharma, Mafar, IFA Biotics, marhaba bikoum. Et sans trop tarder, je vais donner la parole à Dr Sami Kota qui va nous parler dans sa première présentation des erreurs à éviter dans l'interprétation de l'ostéodensitométrie. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le professeur Kautar Nassar pour son invitation, m'avoir invité à participer à cet atelier avec vous. Lorsque Kautar m'a envoyé l'invitation, je lui ai posé la question sur quel appareil ils ont. Il m'a dit qu'ils ont un appareil qui s'appelle Primus. Je ne connaissais pas cet appareil puisque ça n'existe pas en France. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer le manuel de l'appareil. Il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai vu que ça ressemblait énormément aux appareils lunars. Donc, on va dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur les appareils lunars s'applique sur les appareils Primus. Alors, pourquoi c'est important de faire ce genre d'atelier? Parce qu'on continue malheureusement à recevoir ce genre d'examen avec vous voyez ici, le col fémoral est positionné dans les diaphyses, ici dans la tête. Ici, vous avez le cubitus et le radius qui sont en plein milieu des parties molles avec un test à -9 et des examens qui sont complètement mal analysés et mal faits jusqu'à présent et malheureusement ils sont donnés comme ça aux patients avec un compte rendu signé par le médecin.
ce n'est pas un problème qui est spécifique à la France, puisque en 2020, récemment, il y a un article qui a été publié en Osteoporosis International, où ils ont fait une enquête sur plus de 120 centres dans plus de 30 pays dans les 5 continents, et plus de 50% des institutions ont dit qu'ils ont besoin d'une formation sur la densitométrie pour ceux qui font l'examen et ceux qui interprètent l'examen. Alors voilà un peu les points qu'on va aborder dans cette présentation. On va commencer par le principe de la technique, c'est-à-dire comment on mesure la densité osseuse, comment l'appareil mesure la densité osseuse. Je ne vais pas vous montrer les formules très savantes, ça ne sert pas à grand-chose, mais je vais vous donner un peu le principe de façon très simplifiée. Et il y a une source à rayon X qui est en général sous la table, des détecteurs qui sont dans les bras, une quantité de rayon qui est mise au quantité qui est reçue. La différence, c'est la quantité qui est atténuée ou absorbée par le corps, d'où le nom d'absorptiométrie. Comme l'appareil comme le corps humain est formé d'os et de parties molles, il y a deux énergies différentes. C'est toujours de rayon X, mais deux énergies différentes, une haute énergie, une basse énergie. Alors ça dépend comment l'appareil le fait, soit par deux pulsions différentes, soit en appliquant un filtre. Mais toujours est-il qu'il y a deux énergies différentes pour faire la différence entre l'atténuation qui est due à l'os et l'atténuation qui est due aux parties molles. Donc l'appareil peut reconnaître l'os et par conséquent dessiner la surface de projection de l'os. Donc on a la surface de projection de l'os en centimètres carrés. À l'intérieur de cette surface de projection, plus il y a de l'os, plus ça va atténuer des rayons. Donc on peut calculer la quantité d'os ou la quantité d'hydroxyapatite en grammes dans la surface en centimètres carrés. Donc on aura la densité en grammes par centimètre carré. Donc c'est une masse surfacique, ce n'est pas une densité volumique. Donc tout ce qui va modifier la surface de projection de l'os, c'est-à-dire le positionnement du patient, va modifier le résultat. Une source d'erreur importante, c'est ce qu'on appelle la perturbation de la ligne de base. C'est quoi la ligne de base? Ce qui est à l'intérieur du pointillé jaune ici, c'est ce qui a été reconnu comme de l'os. À l'intérieur de cette zone-là, l'atténuation n'est pas due uniquement à l'os, elle est due à l'os plus les parties molles qui sont en face et les parties molles qui sont derrière l'os. Nous, on veut calculer l'atténuation qui est due uniquement à l'os. Donc, il faut soustraire l'atténuation qui est due aux parties molles. Et pour faire cela, la seule façon de faire, c'est de prendre les parties molles qui sont de part et d'autre de l'os, à l'intérieur de la région d'intérêt, pour calculer l'atténuation qui est due aux parties molles, ensuite faire la soustraction. Donc, on peut comprendre que si un produit radiopaque qui se projette ici, ça va surestimer la densité des parties molles et par conséquent sous-estimer la densité de l'os. Cette patiente venait de faire un lavement baryté juste avant de passer faire l'examen. Et vous voyez que la baryte passe devant les parties molles de L3 et L4. Et comme la baryte est beaucoup plus dense que l'os, la densité de L3 et L4 devient négative. Donc ça montre et ça prouve que ça fausse complètement le résultat puisqu'il n'y a pas de densité négative. Donc il faut attendre que ça soit complètement résorbé avant de faire l'examen. Alors, quels sont les sites que l'on mesure? De façon systématique, on mesure deux sites qui sont le rachis lombaire et la hanche, parce qu'ils représentent deux types d'os, l'os trabéculaire et l'os cortical, et parce qu'ils sont deux sites de fracture ostéoporotique majeure. Ensuite, il y a deux autres sites que l'on mesure pour des indications précises, qui sont le poignet et le corps entier. Le poignet est mesuré uniquement quand il y a une hyperparathyroïdie, et le corps entier est mesuré uniquement pour la composition corporelle, non pas pour la densité osseuse. Pourquoi on mesure le poignet pour l'hyperparathyroïdie? Parce qu'on cherche une zone qui est purement corticale, et c'est la zone, ce qu'on appelle le tiers, c'est la jonction du tiers distal et les deux tiers proximaux, pour mesurer l'effet de la parathormone sur l'os cortical. Parce que cette zone-là est composée de 95% d'os cortical. Et pourquoi on mesure le corps entier pour la composition corporelle? Parce que le corps entier est composé de 80% d'os cortical, donc le modelage osseux est assez lent. Ce n'est pas très intéressant de mesurer pour la densité osseuse. Donc on la mesure pour avoir la composition corporelle. On va y revenir dans la deuxième présentation. Alors, quand vous faites un examen, ou quand vous recevez un examen, il faut systématiquement vérifier 3 points. Le premier point, c'est le positionnement, parce qu'on a dit que le positionnement conditionne la surface de projection de l'os et par conséquent conditionne le résultat. Le deuxième point, c'est l'analyse, c'est le choix de la région d'analyse. La densité osseuse n'est pas homogène, donc si on prend la même zone ou la zone juste à côté, on n'aura pas le même résultat. Et le troisième point, il faut vérifier les résultats, les chiffres, pour vérifier qu'il n'y a pas de chiffres aberrants ou de chiffres discordants. Alors, pour le rachis lombaire, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le premier point, qui est le positionnement? C'est cette image-là, quel que soit le constructeur, c'est la même chose, le positionnement est le même. Il y a 3 points à vérifier qui sont là. Il faut que le rachis soit droit, centré avec des parties molles symétriques. Il faut vérifier qu'on voit bien les dernières côtes et les cartilages pour être sûr de la bonne numérotation des vertèbres. Pareil pour l'autre constructeur,
centré, droit, centré, dernière côte et cartilague visible. Ensuite, il y a deux autres points qui sont là, qui ne sont pas spécifiques au rachis, mais qui sont communs à tous les sites. C'est que le patient ne doit pas bouger pendant l'examen et il ne faut pas qu'il y ait de produits radiopaques qui se projettent, ni devant l'os parce que ça va surestimer la densité, ni devant les parties molles parce que ça va sous-estimer la densité de l'os. Une fois qu'on a vérifié les 3 points qui sont là et les 2 points qui sont là, le positionnement est correct. On passe au deuxième point qui est l'analyse. Pour le rachis, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le rachis? C'est simple, on sépare simplement les vertèbres par des lignes qui passent dans les disques et vérifie la bonne numérotation des vertèbres avec des partiments symétriques. On peut analyser de L1 à L4 ou de L2 à L4. Les deux sont justes, mais il faut toujours faire la même chose parce que la densité n'est pas la même, elle augmente de façon progressive de L1 à L4. Donc, le fait d'inclure L1 ou non, on n'aura pas le même résultat. On n'inclut pas la vertèbre L5 parce qu'on n'arrive pas à la délordoser complètement. Quand on fait l'examen, on surélève les jambes sur un coussin. On n'arrive pas à la délordoser complètement. Elle est toujours vue un peu de biais. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas un site de fracture ossoporotique. Donc, ce n'est pas très intéressant de la mesurer. On ne mesure pas non plus les vertèbres dorsales parce qu'il y a les côtes et surtout le sternum qui se projette devant. Donc, ça gêne l'analyse. Une fois qu'on a vérifié que les lignes passent dans les disques et que c'est la bonne numérotation des vertèbres et que c'est symétrique, l'analyse est bien faite. On passe au troisième point qui est le résultat. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur le résultat? On vérifie, déjà ça se présente comme ça le résultat. Vous avez la surface de projection pour chaque vertèbre et le total qui est la somme. Le BMC, Bone Mineral Content ou contenu minéral osseux au CMO en grammes par centimètre carré pour chaque vertèbre et le total qui est la somme. Ensuite la BMD, Bone Mineral Density ou densité minérale osseuse au DMO pour chaque vertèbre et le total qui n'est pas la somme, qui n'est pas la moyenne non plus, mais qui est la somme du BMC divisé par la somme de la surface. Le gramme par centimètre carré et le gramme divisé par le centimètre carré. Donc ce chiffre est celui-là divisé par celui-là et ce chiffre est celui-là divisé par celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que la densité augmente de façon progressive de L1 à L4, que ça ne passe pas du simple au double. Ensuite, on vérifie pour le T-score et le Z-score, pareil, pour chaque vertèbre, que c'est plus ou moins dans la même tranche, ça ne passe pas de moins 2 à plus 2, et le Z-score, pareil. Le T-score, bien sûr, c'est par rapport à l'adulte jeune, et le Z-score par rapport aux personnes de même âge. Ensuite, une fois qu'on a vérifié tout ça, on n'utilise pas les données individuelles, mais on utilise uniquement les données du total. Mais il faut vérifier les données individuelles. Le deuxième site, c'est la hanche. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour le premier point qui est le positionnement? C'est pareil, 3 points qui sont là. La diaphyse doit être verticale, pas d'abduction, pas d'adduction. Le petit trochanter peu ou pas visible. On fait dans le positionnement une rotation interne pour annuler l'antéversion du col. Donc le petit trochanter passe derrière. Donc le petit trochanter doit être peu ou pas visible. Et puis le troisième point, c'est qu'il y ait suffisamment d'espace ici entre le col et le bassin pour pouvoir positionner la région du col, qui est le rectangle, sans empiéter sur le bassin. Une fois qu'on a vérifié les 3 points, on vérifie les 2 autres points. Pas de mouvement, pas de produit radiopaque. L'examen est bien fait. On passe au deuxième point qui est l'analyse. Comme vous voyez, l'analyse n'est pas la même en fonction du constructeur. Sur les appareils hologiques à gauche, il y a un cadre, donc il faut vérifier que le cadre soit bien positionné. Le premier point, c'est le cadre. Il est positionné à 5 mm au-dessus à l'intérieur de la tête, 5 mm en dehors du grand trochanter et 10 mm au-dessous du petit trochanter. Donc 5, 5, 5 et 10. Le deuxième point, c'est le rectangle, qui est la région du col fémoral, qui doit être positionné collé au grand trochanter avec des parties molles de chaque côté. Il y a 2 points simplement à vérifier, le cadre et le rectangle. Pour les appareils lunars, il n'y a pas de cadre, il y a simplement un seul point à vérifier qui est le rectangle, qui n'est pas positionné comme le hologique, il n'est pas collé au grand trochanter, mais il est plus proximal au milieu du col fémoral, là où le col est le plus étroit. Ça, c'est très important parce que la densité du col n'est pas homogène. Plus on avance vers la tête, plus elle augmente. Donc, le fait de positionner au ras du grand trochanter ou plus proximalement au milieu du col fémoral, on n'aura pas les mêmes résultats. Ensuite, il y a un triangle de taille fixe qui vient se coller. Donc, ici, ce sont une région par rapport à des repères anatomiques. Ici, c'est une taille fixe. Donc, on ne peut pas passer d'un examen qui est fait sur lunar et suivre sur hologique ou l'inverse. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas du tout la même zone d'analyse. Ensuite, il y a 5 sous-régions qui sont là. Le col, qui est le rectangle. Le trochanter, qui est le grand trochanter, jusqu'à la ligne pleine. La région inter, c'est la région intertrochantérienne. Entre les deux, c'est celle-là. Le total, c'est les 3 ensemble. Donc, le total, c'est uniquement cette zone-là. Donc, la tête ne rentre pas dans l'analyse.
Et puis le word, qui est le petit carré qui est là, qu'il faut oublier, qui est la région de plus faible densité dans le col fémoral, qui n'est pas du tout reproductible, il ne faut pas utiliser. Pareil pour l'autre constructeur, le col, trochanter, le triangle ici s'appelle la diaphyse. Les trois ensemble forment le total et le word. Il y a un point spécifique pour les appareils ologiques, qui est la région intertrochantérienne est toujours positionnée à 1 cm au-dessous du petit trochanter. Donc cette zone-là inclut toujours de l'os cortical de la diaphyse. Donc elle est toujours la plus dense. Donc la densité de la région intertrochantérienne est toujours la plus élevée, suivie par le total, suivie par le col, suivie par le trochanter. Pas forcément pour l'équivalent sur lunar, c'est cette zone-là qui s'appelle la diaphyse, n'est pas forcément la plus dense. Pourquoi? Parce que, comme elle est de taille fixe, elle s'arrête en plein milieu du petit trochanter, un peu plus bas, à la limite du petit trochanter, encore plus bas, en fonction de la taille de la personne, donc elle inclut plus ou moins d'os cortical de la diaphyse. Donc elle n'est pas forcément la plus dense. Pour le poignet, il faut vérifier simplement qu'ils sont droits et qu'il n'y a pas de mouvement, pas de bruit opaque. Et puis l'analyse, elle est plus ou moins la même, sauf que pour les appareils ologiques, elle est plus ou moins collée par rapport au radius et beaucoup plus loin par rapport au cubitus parce qu'il faut inclure de l'air. Ce n'est pas exactement la même chose pour lunar, mais c'est toujours le même principe. Ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là, qui s'appelle le tiers surologique, qui s'appelle le 33% sur lunar, qui est la jonction du tiers distal et des deux tiers proximaux, qui est composé de 95% d'os cortical. Donc c'est celle-là que l'on cherche quand il y a une hyperparathyordie. C'est celle-là ou celle-là. Le corps entier, il est positionné plus ou moins pareil, sauf pour les pieds qui sont en rotation interne ici et non pas ici. Et on sépare simplement la tête, les 4 membres, du bassin et du rachis. Et on a la densité osseuse, mais le but, comme je vous ai dit, c'est d'avoir la composition corporelle et non pas la densité osseuse. On va y revenir. Les deux principales sources d'erreur, c'est comme je vous ai dit, c'est le positionnement et l'analyse, parce que c'est les deux qui conditionnent le résultat. Ensuite, il y a 2 autres sources d'erreur, on va y revenir. Ça, c'est le même examen, l'examen chez la même patiente, fait le même jour sur le même appareil. Vous voyez que par rapport à un examen qui est bien fait, si c'est droit mais pas centré, ou si c'est pas droit, on a une différence très significative par rapport à un examen qui est bien fait, simplement parce qu'il est mal positionné. Pour le rachis, il faut minimum, pour analyser le rachis, minimum 2 vertèbres analysables, pas forcément adjacentes. Si on n'a qu'une seule vertèbre, on n'utilise pas le rachis, parce que ce n'est pas reproductible. Donc un mauvais positionnement pour le rachis, s'il est droit mais pas centré ou s'il n'est pas droit, on a des résultats qui sont faux. Ici, vous avez un examen qui est bien fait, mais qui est mal analysé, puisque la limite des vertèbres, elle est là. Donc, quand l'examen est bien fait mais mal analysé, on peut simplement réanalyser. On n'a pas besoin de recommencer. Alors que s'il y a un examen qui est mal fait, le positionnement qui n'est pas bon, il faut recommencer l'examen. Ici, on a une erreur de numérotation, que ce soit ici ou là. On voit bien les codes qui sont là. Donc, ça, c'était 12 et non pas 1. Donc, il faut simplement réanalyser en positionnement la région d'analyse de façon correcte. Un point spécifique pour les appareils ologiques, on peut diminuer la largeur de la région d'intérêt. Il ne faut surtout pas le faire, parce que si on diminue la largeur d'intérêt, on diminue la densité osseuse de façon artificielle. Ça, c'est le même examen, juste réanalyser en diminuant la largeur d'intérêt. Vous voyez qu'on a une différence très significative, simplement parce qu'on a diminué la largeur d'intérêt. Pourquoi? Parce que ici, on surestime la densité des parties molles, puisqu'il y a les apophyses transverses qui sont là, même s'ils ne sont pas vus, mais ils sont là. Donc, relativement, il y a plus d'os dans les parties molles, donc on surestime de façon artificielle la densité des parties molles, et par conséquent, on sous-estime la densité de l'os. Pour la hanche, un mauvais positionnement égale mauvais résultat. On a dit que la diaphyse doit être verticale. Si la diaphyse est en abduction, on surestime. Si on a une adduction, on sous-estime. Ça, c'est le même examen, la même patiente fait sur le même appareil le même jour. Vous voyez que si simplement on positionne en abduction, on surestime le résultat. En adduction, on sous-estime le résultat. On a dit qu'il faut que le petit trochanter soit peu ou pas visible. Si la rotation interne n'est pas suffisamment faite, ça c'est le même patient. On a recommencé l'examen pour le positionner correctement. Vous voyez le positionnement correct avec la rotation interne correcte. On voit plus le col dans toute sa longueur.
la différence est très significative par rapport à l'examen qui est mal fait. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, c'est que le positionnement, probablement le bassin passe sous le col et ça surestime le résultat. Ça, c'est le même examen, c'est le même patient refait correctement. Et vous voyez que par rapport à un examen qui est mal fait, on avait surestimé la densité simplement parce qu'on avait mal positionné. Cette patiente est venue avec cet examen-là, avec une hanche qui paraît très déformée, mais cliniquement, elle n'était pas déformée du tout. Donc, quand on refait l'examen, on voit qu'elle n'est pas du tout déformée, mais par contre, ils ont fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est qu'ils ont mis en abduction, ils ont fait rotation externe et non pas rotation interne. Et avec ça, il y avait plus de 50% de surestimation par rapport à l'examen correctement fait. Vous voyez que si on traite les patients sur ce genre d'examen, on ne leur rend pas vraiment service. Je vais vous laisser juste quelques secondes à chaque fois pour essayer de voir où le problème. Ici, quand vous recevez l'examen, il faut être systématique. Donc, on vérifie le positionnement, ensuite l'analyse, ensuite le résultat. Le positionnement, on peut dire qu'il est plus ou moins correct, peut-être légèrement en adduction, mais bien, on va dire qu'il est bon. Rotation interne correcte, suffisamment d'espace, pas de mouvement, pas de produit opaque, donc il est bien fait. On passe au deuxième point qui est l'analyse. Est-ce que c'est bien positionné? Ça, il n'y a pas de cadre, donc ça, c'est un lunar. Il positionne un seul point à vérifier, que le rectangle, qui n'est pas là, mais plutôt au milieu. Mais comme il est positionné de façon plus distale qu'il ne le faut, on a sous-estimé la densité du col fémoral. Et positionné correctement, on a une différence qui est très significative par rapport à un examen, le même examen juste analysé correctement. Ici, je vous laisse quelques secondes. Bon. Vérifie le positionnement, diaphyse verticale, petit trochanter pour pas visible, suffisamment d'espace, pas de mouvement, pas de produit opaque. Il y a le cadre, donc ça c'est un lunar. On vérifie les deux points, 5, 5, 5, 10, OK. Col collé au trochanter, non, il n'est pas collé, il est plus proximal, donc on surestime sa densité et quand on le positionne correctement, il y a une différence très significative. Pareil, la même chose pour cet examen sérologique, il est très proximal. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il n'y a même pas le résultat du col qui est affiché. Ici. Très bien. Donc, il est bien positionné, mais mal analysé, parce que le cadre il est beaucoup plus bas ici. Donc, on inclut beaucoup plus d'os cortical. On surestime la densité de la région intertrochanterienne et par conséquent du total, puisqu'on en fait partie. Il suffit simplement de remonter la limite inférieure. Et vous voyez que la différence est très significative par rapport à un examen s'il est bien analysé. C'est le même examen réanalysé. Quand vous avez une mauvaise reconnaissance des contours ici, vous savez que le résultat est faux pour plusieurs raisons. D'abord, la partie qui n'a pas été reconnue, c'est la partie qui est moins dense. Donc, on surestime artificiellement la densité. Et l'axe du col, qui est la ligne ici, est positionné perpendiculairement à la partie la plus étroite du col fémoral. Donc, si la partie la plus étroite est mal positionnée, l'axe est mal positionné, et puis le col fémoral est positionné perpendiculairement à cet axe-là, donc le col fémoral est aussi mal positionné. Alors, il ne faut surtout pas diminuer la taille du col fémoral. La largeur du col fémoral, qui est de 15 mm, il ne faut pas la toucher, sauf si c'est fait automatiquement par l'appareil. Parce que si on moyenne sur 5 mm, on n'aura pas le même résultat que si on moyenne sur 15 mm, puisque la densité n'est pas la même. Donc il ne faut pas toucher du tout à cette largeur. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? Restons systématiques. Est-ce que l'examen est bien fait? Est-ce qu'il est bien positionné? On vérifie les 3 points. Diaphyse verticale, petit trochanter pour pas visible, suffisamment d'espace. Pas de mouvement, pas de produit opaque. Donc l'examen est bien fait. Est-ce qu'il est bien analysé? C'est en logique et en lunar. C'est en logique, puisqu'il y a le cadre. Donc il y a 2 points à vérifier, le cadre et le rectangle. Est-ce que le cadre est bien positionné? 5, 5, 5 et 10. Oui. Et le rectangle, est-ce qu'il est bien positionné? Il est collé au grand trochanter. Donc il est bien positionné. Donc l'examen est bien fait, bien analysé. Donc on passe au 3e point. Est-ce que le résultat est bon? On vérifie les chiffres. On a dit que le résultat le plus élevé doit être la région intertrochanterienne, suivi par le total, suivi par le col, suivi par le trochanter.
Mais ici, on voit que le col est beaucoup plus élevé que le total, de façon très nette, et plus élevé que le trochanter. Le trochanter est plus élevé que la région intertrochantérienne, ce qui est bizarre. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec les chiffres. Donc, je dis quand même, je ne peux pas utiliser cet examen-là pour traiter les patients, il y a un problème. En fait, cette patiente avait eu des prothèses de fesses bilatérales qui faussent complètement le calcul de la ligne de base. Donc, ça donnait des chiffres complètement aberrants. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vérifier s'il n'y a pas de chiffres discordants ou de chiffres aberrants. Ici, il y avait des chiffres complètement discordants par rapport à ce qu'on attend. Donc, on ne peut pas utiliser. Même si je n'ai pas la raison, je ne peux pas utiliser cet examen-là pour traiter les patients. Ici, restons systématiques. Est-ce que l'examen est bien fait? Est-ce que la diaphyse est verticale? Mais elle est verticale. Le petit trochanter est un peu trop visible, mais ça c'est un homme. Chez les hommes, c'est un peu plus visible que chez les femmes parce qu'il y a les muscles qui sont insérés, qui tirent un peu plus. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? Oui. Est-ce qu'il y a de mouvement? Non. Pour lui, radiopaque, non. Donc l'examen est bien fait. Celui qui a positionné le patient l'a bien positionné. On passe au deuxième point. Est-ce que c'est un logique ou lunar? Il n'y a pas de cadre, donc c'est un lunar. Donc il y a un seul point à vérifier. Le rectangle, qui est la région du col, doit être positionné au milieu du col fémoral. C'est le cas. Donc l'examen bien fait, bien analysé. On passe au troisième point. Est-ce que le résultat, c'est des chiffres aberrants, chiffres discordants? Non? Oui? Le trochanter est donné à 0. Ce n'est pas complètement logique. Et la densité du col est 2 fois plus élevée que la densité totale. Donc quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a des chiffres aberrants, il y a des chiffres discordants, donc je ne peux pas utiliser ce résultat pour traiter les patients. Et quand on voit qu'il y a un problème pour reconnaître le contour de l'os, il y a quelque chose qui ne va pas ici, et avec des chiffres qui sont comme ça, je ne peux pas traiter le patient avec ce genre d'examen. Donc, même si je ne sais pas ce qui se passe, je peux dire qu'il y a un problème technique et je ne peux pas utiliser cet examen-là. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui était HIV+, qui était très maigre, et que l'appareil, quand il mesure la hanche, il s'attend qu'il n'y ait pas d'air. Donc, en dehors du grand trochanter, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc, quand il trouve de l'air, il est un peu perturbé, le résultat est un peu faussé. Quand vous avez un résultat comme celui-là avec moins 19 kg sur le tronc et 148% de graisse dans cette région-là, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Donc, même si je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il y a eu ce problème-là, je sais que cet examen-là, il y a un problème technique quelque part, je ne peux pas l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut regarder bien les chiffres, pas simplement le T-score. Donc, ce sont quelques exemples sur les erreurs dues au positionnement et à l'analyse. Ce sont les plus importants, mais il y a plein d'autres sources d'erreurs. Je ne vais pas les détailler, mais on va voir quelques exemples. Le premier, c'est le mouvement du patient. On dit que le patient ne doit pas bouger. S'il a bougé, ça se voit sur l'image. On a une ligne horizontale d'un côté jusqu'à l'autre parce que le balayage se fait de façon progressive, ligne par ligne. Donc, la ligne suivante vient décaler. Donc, ça se voit sur l'image. Ici, le patient a bougé 2 fois. Donc, il faut recommencer. Le poids et la taille jouent sur le résultat. Donc, quelqu'un qui est obèse, on surestime la densité osseuse. Quelqu'un qui est maigre, on sous-estime la densité osseuse. Pourquoi? En principe, ça ne devrait pas se faire puisqu'on prend le même patient comme son propre contrôle. C'est qu'on calcule par rapport au bâtiment du même patient. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas jouer. La taille, le poids du patient ne devrait pas jouer. Pourquoi ça joue? Parce que comme on n'a que deux énergies simplement, non pas plus, donc l'appareil sépare l'os des parties molles. Il considère que les parties molles sont une seule entité, alors que les parties molles sont formées de graisse et de muscles. Donc, il considère que chez tout le monde, le pourcentage de graisse et de muscles est le même chez les parties molles, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Donc, chez les personnes obèses, on a plus de graisse qui atténue moins le rayon, puisqu'elle a une densité plus faible que les muscles. Donc, on sous-estime la densité des parties molles, ici, et par conséquent, on surestime la densité de l'os. Et l'inverse pour les patients maigres. La taille aussi joue sur le résultat. Quelqu'un qui est grand de taille, il a des os qui sont grands, qui sont plus gros, plus profonds en 2 dimensions. Donc, on surestime sa densité osseuse. Quelqu'un qui est petit, qui a des os qui sont fins, comme les enfants, on sous-estime la densité osseuse, puisqu'on est en 2 dimensions. Une autre source d'erreur, c'est l'arthrose. On a une surestimation
de la densité osseuse. Donc, quelqu'un qui a une arthrose généralisée comme là, c'est pas la peine de mesurer, c'est pas un bon site pour suivre les patients, puisque la perte osseuse sera compensée par la progression de l'arthrose. Donc, c'est pas très bon site pour suivre les patients là-dessus. Alors que si on a une arthrose localisée comme celle-là, on a une arthrose qui est très nette sur L3, L4, mais pas sur 1 et 2. On a dit qu'il faut minimum 2 vertèbres analysables. Donc, on peut exclure les vertèbres concernées par l'arthrose et ne garder que les deux autres. Et quand on fait ça, le patient n'est plus normal à moins 1, il est ostéoporotique à moins de 8. Donc, ça peut fausser complètement la conclusion si on inclut des vertèbres arthrosiques. Ici, vous avez une arthrose qui a été traitée avec un canal lombaire étroit traité par laminectomie. Donc, ici, il y a une surestimation de la vertèbre L1 et L2. Une sous-estimation artificielle de la vertèbre L4. Il n'y a que L3 qui est utilisable. Et comme il n'y a qu'une seule vertèbre utilisable, on n'utilise pas le rachis. On mesure pas. Il ne faut pas utiliser ce site-là. Une autre source d'erreur, c'est la fracture vertébrale. Ici, on voit qu'il y a une fracture vertébrale de L1, ici de L3. Donc, ça surestime les résultats. Donc, ça se voit sur le résultat. Donc, il faut les exclure. Il faut exclure L3. Ici, ne prendre que L2 et L4. Ici, exclure L1, ne prendre que 2 et 3 et 4. Des calcifications comme celle-là rendent les deux hanches complètement inexploitables, puisque ça se projette devant l'os et devant les parties molles. Donc, ça fausse complètement le calcul de la ligne de base. Donc, on ne peut pas les exclure. Il ne faut pas aller les effacer. Ça fausse complètement. Même si on les efface, ça fausse le calcul de la ligne de base et ça fausse le résultat. Les produits de contraste sont une source d'erreur. Il faut attendre que ce soit complètement résorbé. Un lavement barité, on dit au minimum une semaine. Une scintigraphie osseuse, on dit 4 à 5 jours. Un scanner avec un produit de contraste, on dit 2-3 jours, mais vous voyez que si 4 jours après, on le voyait toujours. Et une IRM avec du gallium, c'est quelques heures, on dit 24 heures. L'examen de densitométrie osseuse est un examen qui n'est jamais urgent. Donc, si on ne sait pas, il faut plutôt compter large. Au lieu d'une semaine, on dit on refait l'examen dans 2 semaines ou dans un mois, il n'y a aucun problème. Cette patiente venait de faire un scanner avant de faire l'examen. Et quand on a vu ça, on lui a dit il faut revenir quelques jours après. Et 5 jours plus tard, vous voyez que la différence est très très significative parce que ça faussait complètement le calcul de la ligne de base. Un autre exemple avec une arthrographie L2, L3 avant de faire une filtration IAP. Et quelques jours avant l'examen, vous voyez qu'on voit toujours le produit de contraste sur L2, L3, et vous voyez que ça surestime le résultat de L2, L3 complètement par rapport à L1. Quand on voit un examen comme celui-là, c'est sûr que personne ne va prendre cette hanche pour prendre ces résultats. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous voyez ça, il faut supprimer complètement l'examen. Pourquoi? Parce que on peut ne pas voir l'image et dire qu'il y a une discordance entre le gauche et le droit et prendre la moyenne. Donc, il faut, quand vous avez ça, ne pas dire on ne va pas l'utiliser, mais supprimer complètement l'examen, de telle sorte qu'on n'a pas la moyenne des deux, on n'a que la hanche gauche. Quand vous avez une arthrodèse, c'est sûr que ça fausse le résultat. Il y a des logiciels qui mesurent autour du métal, mais c'est juste pour la recherche. Mais ici, on voit qu'on peut analyser L3 et L4. Donc, on peut l'utiliser, puisqu'il y a 2 vertèbres analysables. Ici, il n'y a que L1 qui est utilisable. Donc, s'il n'y a que L1 qui est utilisable, on ne peut pas utiliser le rachis. Prothèse d'hanche, même une seule, on ne peut pas utiliser le corps entier, parce que ça va fausser complètement le calcul de la ligne de base, ça va fausser la densité osseuse. Ici, qu'est-ce que vous en pensez? Examen bien fait, bien analysé, sauf qu'il y a ça, et surtout qu'il y a une densité surestimée de L3. Donc même si je ne sais pas ce que c'est, il faut l'exclure. Alors on avait la chance d'avoir la radio, c'était en fait un îlot condensant bénin dans la vertèbre elle-même, donc ça surestime sa densité de façon artificielle, c'est pas sa vraie densité, il faut l'exclure. Et utiliser 1, 2 et 4. On peut avoir des artefacts comme là qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est calcification aortique ou de cathère interne, ou bien ici, ça c'était un piercing que la patiente peut enlever, et si elle ne peut pas l'enlever, on prend 1, 2, 3 simplement.
Et ici, on voit la main de la patiente, et ça, c'est la bague de la patiente. Donc, on recommence l'examen, bien sûr. Ici, on voit qu'il y a une surestimation de L3, une vertèbre qui est dense. On recherche la cause, mais pour l'examen lui-même, il faut exclure la vertèbre L3 parce que ça, c'est pas sa vraie densité. Quand vous avez une discordance très nette entre le droit et le gauche, le côté droit et le côté gauche n'ont pas la même densité. Donc, il y a toujours une petite différence entre les deux. Si on prend une population, on aura la même moyenne sur les deux, mais individuellement, il y a une différence entre le droit et le gauche, mais ça ne peut pas aller jusqu'à 30 ou 40%. Donc, quand vous voyez une densité comme ça, une différence, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un des deux qu'il faut. On voit ici sur l'image qu'il y a une image qui est beaucoup plus petite. En fait, cette patiente avait une polio du membre inférieur gauche, donc cliniquement, ça se voit, mais même si je n'ai pas la clinique, il y a quelque chose qui ne va pas avec la taille. Et dans ce cas-là, je cherche pour aller plus loin, pour savoir lequel il faut prendre, lequel il ne faut pas prendre. Ici, vous avez T-score à -3 et -0,2. Lequel prendre? Alors, si on regarde bien, on voit ici il y a une superposition de quelque chose qui surestime la densité gauche. Donc, il faut prendre simplement la droite, puisque ici, c'est faussé par ce qui se projette la sonde urinaire. Ici, le radius ultradistal à +12 et le radius du 33% est à -6. Donc, il y a quand même une discordance entre les sous-régions. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça se fait pogner, ça c'est les os du corps. Alors, le positionnement n'est pas correct ici, il faut qu'il soit au ras de la suite cubitale, mais ce n'est pas ça qui change le résultat. Déjà, quand je trouve +12 et -6, je ne prends pas cet examen-là, même si je ne sais pas ce que c'est. En fait, si on regarde bien, ils ont mis le 33% ici, ils ont mis le ultradistal ici. C'est tout simplement, ils ont mesuré l'avant-bras droit et ils ont utilisé le logiciel de l'avant-bras gauche. Donc, il a positionné la région d'intérêt de façon inversée, ce qui fausse complètement. Ici, elle est très basse et ici, elle est très dense. Donc, ils ont utilisé, et ça, on ne peut pas corriger. Il faut recommencer l'examen. Il y a des examens qui sont complètement non analysables. Et on peut toujours analyser, on aura un chiffre, mais qu'il faut. Il faut se rappeler toujours que la technique de densitométrie osseuse est une technique de mesure et non pas d'imagerie. Donc, on aura toujours un chiffre, mais si l'examen est mal fait, on aura un chiffre qui est faux, on va traiter les patients sur un chiffre qui est faux. Quand vous avez des examens qui donnent une image comme celle-là, même s'ils sont bien positionnés, il y a un problème technique, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas utiliser les résultats donnés par ces examens. Voilà quelques exemples sur des sources d'erreurs qu'il faut faire attention quand vous regardez l'examen. Et pour éviter ça, il faut rester systématique. Positionnement, analyse, résultat, et vérifier s'il y a des chiffres aberrants, chiffres discordants. Un autre point, c'est la courbe qui conditionne le résultat du T-score et le Z-score. Il faut toujours choisir la courbe adaptée à la personne. On utilise le T-score pour les femmes ménopausées et les hommes plus de 50 ans, et les Z-scores pour les femmes non ménopausées et les hommes avant 50 ans, et surtout les enfants. Ça, c'est le même examen avec la même densité osseuse comparé à trois courbes différentes. Vous voyez qu'avec la même densité, on peut avoir une conclusion ou un T-score complètement différent en fonction de la courbe. Donc, prendre celle-là ou celle-là ou celle-là, il faut prendre la courbe qui se rapproche le plus de la personne. Alors, sur les appareils lunars, il y a quelque chose qui s'appelle l'ajustement du Z-score. C'est quoi l'ajustement du Z-score? Ici, par exemple, vous voyez que cette patiente-là, elle fait 97 kg, elle a 35 ans. Et la courbe, elle est horizontale entre 20 et 40 ans, donc le T-score ou le Z-score doivent être le même. On voit que le T-score ici est à -1,8, ici -3,1.
L'ajustement du Z-score sur les appareils lunaires peut se faire sur le poids et peut se faire sur l'ethnie. Quel est le principe? L'ajustement sur le poids, ils disent qu'on veut comparer quelqu'un qui est obèse, on veut comparer par rapport à une courbe d'obèse. Mais il n'y a pas de courbe d'obèse, mais comme les personnes obèses ont une densité plus élevée, on va prendre la même courbe, on va la remonter un peu. Et quelqu'un qui est maigre a une densité plus faible, donc on va la comparer par rapport à une courbe de femme maigre, donc on va prendre la même courbe, on va la baisser. Pour le Z-score uniquement, pas pour le T-score. Donc déjà, il y aura une discordance entre le T-score et le Z-score. Et une personne obèse, comme la courbe sera plus haute, elle sera relativement plus basse sur le Z-score. Donc elle sera à risque, moins 3. Alors justement parce qu'elle est obèse, qu'elle est un peu protégée. Quelqu'un qui est maigre, on va baisser la courbe, donc elle sera relativement tout à fait normale pour le Z-score, alors que justement parce qu'elle est maigre, qu'elle est à risque. Donc c'est complètement contre-intuitif, il ne faut pas du tout utiliser cet ajustement. On peut le mettre, on peut l'enlever. Et c'est le même principe pour l'ethnie. Quelqu'un qui est de race noire, on prend la même courbe, on la monte, donc relativement, il sera beaucoup plus bas, alors que justement, à cause de ça, qu'elle a moins de risque de se casser. Donc c'est contre-intuitif, c'est pas très logique et ça va pas avec les facteurs de risque de fracture, donc il faut pas du tout l'utiliser. Ça ne se fait que pour le Z-score sur les appareils lunaires et pas pour le T-score, donc ça donne quand même une discordance entre le T-score et le Z-score. Juste pour vous rappeler que pour le Z-score pour les enfants, il ne faut pas du tout afficher le T-score, mais uniquement le Z-score. Alors pour la définition de l'ostéoporose sur le T-score, on dit qu'un T-score au-dessus de moins 1 est considéré comme une densité normale. Ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on peut avoir une densité élevée, donc ce n'est pas normal dans certaines maladies d'avoir une densité élevée, c'est plus élevé que moins 1, mais on ne peut pas marquer dans le compte rendu normal, on peut marquer densité osseuse haute. Alors parfois le diagnostic est plus facile, mais sinon il faut chercher la cause. Maintenant, quand le patient revient une deuxième fois pour faire le suivi, maintenant on sait qu'il y a une différence entre les appareils de marques différentes. Ologic et Lunar donnent des résultats tout à fait différents, c'est connu maintenant. Lunar donne des résultats plus élevés qu'Ologic, entre 11 et 17% en fonction du site. On a vu même que la région du col n'est pas positionnée pareil. Donc on ne peut pas passer d'un examen qui est fait sur Ologic et le suivre sur Lunar, ou l'inverse. Est-ce qu'on peut faire l'examen sur n'importe quel appareil du moment où c'est de la même marque? Théoriquement oui, pratiquement non. Théoriquement tous les appareils de même marque sont censés donner le même résultat, en pratique ce n'est pas le cas. Il y a une différence jusqu'à 5% in vitro. On a passé un fantôme qui s'appelle l'ESP, l'European Spine Phantom, le fantôme européen, qui est indépendant des constructeurs, sur 62 appareils en France. Ça, c'est la densité basse du fantôme, la densité normale et la densité haute. Et ça, c'est la moyenne des 3 vertèbres du fantôme. Vous regardez uniquement cette courbe-là. Vous voyez qu'il y a des appareils qui sont tout à fait comparables, comme ces deux-là, et tout à fait différents, comme ces deux-là. Pareil pour l'autre constructeur, tout à fait pareil et différent. Donc, si vous faites un examen sur cet appareil-là, ensuite sur celui-là, vous allez voir que le deuxième examen, la patiente a perdu de l'os, simplement parce que le deuxième appareil sous-estime par rapport au premier. Donc, la conclusion, ce n'est pas la même marque, ce n'est pas le même modèle, mais le même appareil. Donc, il faut toujours suivre le patient sur le même appareil. Maintenant, si vous faites 2 fois de suite le même examen chez la même patiente sur le même appareil le même jour, vous n'aurez pas le même résultat. Vous aurez le même résultat, plus ou moins quelque chose. C'est plus ou moins quelque chose, ça peut être la variabilité de la technique ou l'erreur de mesure. Donc, il faut quantifier cette erreur de mesure pour savoir la prochaine fois si on dépasse cette erreur de mesure. Donc, c'est une différence réelle, organique, ou si on est dans la limite de cette erreur de mesure, et dans ce cas-là, on ne peut pas conclure, on parle de variation non significative, on ne parle pas d'augmentation et de diminution, on parle de variation non significative, on dit à la patiente c'est stable. Pour faire cela, il y a 2 façons, soit en pourcentage, ce qu'on appelle le coefficient de variation, et par définition, puisque c'est en pourcentage, ça dépend de la valeur du premier examen. Donc, c'est très difficile de l'appliquer individuellement à chaque patient. L'autre façon la plus simple et la plus précise, c'est d'utiliser des valeurs absolues, ce qu'on appelle le SDD, Smallest Detectable Difference, la différence minimale détectable, ou Least Significant Change, c'est la même chose. C'est la différence entre 2 examens en valeur absolue qui ne dépend pas de la valeur du premier examen. Donc on l'a calculé, c'était 27 à 34 mg par cm carré. Pour arrondir, on dit 30 et 35. Et pour retenir, il faut retenir le chiffre de 30 mg par cm carré, qui est le seuil
à partir duquel on dit qu'il y a une différence réelle. Donc, c'est simplement une soustraction de la densité osseuse par part des scores, de la densité osseuse des deux examens. Si on dépasse les 30 mg, c'est une augmentation significative ou une diminution significative. C'est qu'ils ont gagné de l'os ou perdu de l'os. Si c'est au-dessous de 30 mg, on ne parle pas d'augmentation ou de diminution, on parle de variation non significative. On dit que la patiente est stable. Mais avant de faire la soustraction, il faut vérifier trois choses, 3 points qui sont simples, qui sont logiques, qui sont que les deux examens ont été faits sur le même appareil, même positionnement et même analyse. Parce que si ce n'est pas sur le même appareil, on ne compare pas. Si ce n'est pas le même positionnement, on a vu que ça peut changer le résultat, donc on ne sait pas le seuil va aller jusqu'où. Et si ce n'est pas la même analyse, ce n'est pas du tout la même zone qu'on a choisie dans le deux cas, donc on ne peut pas comparer. Donc on vérifie même appareil, même position, même analyse, ensuite on fait la soustraction, on fait la conclusion. Ici on passe de 757 à 703, conclusion. Appareils différents, donc on ne compare pas. Mais on va considérer que c'est le même appareil. Même si on considère que c'est le même appareil, vous voyez que le positionnement n'est pas le même, l'analyse n'est pas la même, donc on ne peut pas comparer. Le mode de scan n'est pas le même, ça c'est le fast, pareil. Ça c'est le turbo. Le turbo c'est juste un mode pour positionner le patient, prendre en 5 à 10 secondes pour positionner le patient, pas pour faire l'examen. Donc on ne peut pas comparer même si c'est le même appareil. Mais si ce n'est pas le même appareil, donc on arrête là. Et vous voyez que ce n'est pas les mêmes courbes, mais je vous rappelle que les courbes différentes n'empêchent pas de comparer. Parce qu'on a dit même appareil, même positionnement, même analyse, on n'a pas dit la même courbe. Parce que la comparaison se fait sur la densité osseuse et non pas sur les T-scores. Alors, la hanche de la même patiente, donc on sait que ce n'est pas le même appareil, mais vous voyez qu'il y a ici abduction, donc on surestime, mais surestime de combien on ne sait pas. Rotation interne n'est pas la même. Ici, il y a peu de rotation interne, peut-être un peu de rotation externe. Ici, c'est bien positionné. Ici, il y a une mauvaise reconnaissance des contours. Donc, est-ce que ça peut parler de suivi? Alors, ici, c'est le suivi dans le même centre. Et on voit que la densité du col fémoral augmente sur l'examen du milieu. Ensuite, elle rebaisse. Est-ce que vous avez une explication? Alors, ici c'est bien positionné, bien analysé. Ici c'est plus ou moins bien positionné, mais mal analysé. Le col il est plutôt proximal. Donc on surestime la densité du col fémoral ici. Ici le col est bien positionné, mais plutôt en abduction. Donc on voit ici que le positionnement du col n'est pas le même. Il est plus proximal sur l'examen du milieu. Donc comme il est plus proximal, on surestime la densité du col fémoral. Et ici, il est bien positionné, donc ça explique pourquoi sur l'examen du milieu, le col est plus proximal et plus surestimé. Vous voyez que la hanche totale est plus ou moins stable, et c'est pour cela qu'on préfère souvent la hanche totale parce qu'elle est plus reproductible d'une fois à l'autre. Et même si ça a été fait dans le même centre, ça a été fait sur 3 appareils différents. Donc vous vérifiez si ça a été fait sur le même appareil, même si c'est fait sur le même centre. Ensuite, quand vous avez une densité très basse, l'appareil utilise ce qu'on appelle le logiciel low density, auto low density. Le logiciel low density, c'est quand la densité est très faible et il n'arrive pas à reconnaître l'os. Donc, il diminue le seuil de reconnaissance de l'os. Quand il diminue le seuil de reconnaissance de l'os, il reconnaît plus d'os qui est plus faible, de plus faible densité. Donc, la moyenne sera encore plus basse. Et c'est une différence aux alentours de 0,6 DS quand on utilise ce logiciel-là. Donc, tout ça, ça fait que on ne peut pas comparer. Et comme je vous dis, les courbes sont différentes, mais ça ne s'empêche pas de comparer. Alors ici, on passe de 935 à 925. Qu'est-ce que vous concluez?
c'est systématique. Est-ce que c'est le même appareil? Est-ce que c'est le même positionnement? Est-ce que c'est la même analyse? Le même appareil, oui, c'est le même appareil avec le même numéro de série. Est-ce que c'est le même positionnement? Oui. Est-ce que c'est la même analyse? Oui. Donc on peut comparer. 935, 925. Variation non significative. On dit à la patiente c'est stable. On envoie ça à son médecin qui nous répond merci beaucoup, cher confrère, mais comment vous expliquer que la densité diminue et les T-scores s'améliorent, ce qui va dans l'autre sens. Et là, on lui répond. Comment la densité diminue et les T-scores s'améliorent? C'est pas la même courbe. Voilà. Mais ça n'empêche pas de comparer. Donc on confirme ce qu'on a dit, c'est une variation non significative, parce que ça répond aux trois critères, même appareil, même positionnement, même analyse. Ici, on passe de 701 à 662, donc on perd plus que 30 mg sur le col. 742, 800, on gagne plus que 30 sur le total. Est-ce qu'on parle de diminution significative ou d'augmentation significative? Parce qu'on dit à la patiente, vous avez perdu de l'os ou vous avez gagné de l'os? On compare la hanche totale. Donc vous allez dire que vous avez gagné de l'os. Vous êtes tous d'accord? Si la patiente est au Maroc, elle aura gagné de l'os. On a dit qu'il faut rester systématique. Est-ce que c'est le même appareil? Vous ne pouvez pas le comparer, me vérifier, mais oui, c'est le même appareil. Est-ce que c'est le même positionnement? On vérifie. Dans les deux cas, diaphyse verticale. Dans les deux cas, petit trochanter visible ou pas visible. Dans les deux cas, suffisamment d'espace. Dans les deux cas, pas de mouvement, pas de pourrière opaque. Donc, le positionnement est bon. Est-ce que c'est la même analyse? On vérifie. C'est un hologique ou un lunar? Hologique, puisqu'il y a le cadre. Donc, on vérifie deux points. Le premier, c'est le col. Il doit être collé au grand trochanter. Ici, il est collé. Ici, il n'est pas collé. Il est plus proximal. Donc, ici, on surestime ou on sous-estime? On surestime. Donc, ce chiffre est surestimé. Mais surestimé de combien? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas savoir si la différence est plus ou moins que 30. Est-ce qu'on peut comparer par rapport au total? On vérifie le deuxième point, le cadre. 5, 5, 5, 10. Ici, 5, 5, 5 et beaucoup plus que 10. Donc, ici, on inclut beaucoup plus d'os cortical. On surestime la région intertrochantérienne et par conséquent le total. Donc, ce chiffre est surestimé. Mais surestimé de combien? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas savoir si la différence est plus ou moins que 30. Donc, la seule solution, c'est de prendre... On ne compare pas la même zone. Donc, il faut prendre la même zone dans les deux cas. Et quand on prend exactement... Mais que ici, ce n'est pas bien positionné là. Si on prend exactement les mêmes zones dans les deux, il n'y a pas de différence ni là ni là. Donc, il y a une stabilité des résultats. C'est une variation non significative. Je vais terminer avec le compte rendu. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur le compte rendu? D'abord, les données de pression, bien sûr. La marque et le modèle de l'appareil pour savoir ça a été fait sur quel appareil. Vous voyez qu'il y a une différence entre les appareils. Les facteurs de risque retrouvés à l'interrogatoire. Les résultats de l'examen en valeur absolue, c'est-à-dire en grammes par centimètre carré, le T-score ou le Z-score. Et puis, sur quelle courbe ça a été mesuré. Ensuite, en fonction de ça, quel est le diagnostic selon les critères de l'OMS. Et puis, si c'est un suivi, est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution significative, ou bien une variation non significative, et on donne la différence en valeur absolue. Ensuite, en tant que rhumato, il faut discuter les facteurs de risque et proposer une conduite à tenir. En fonction des résultats qu'on a, on n'a pas tous les résultats. On n'a pas la biologie, on n'a pas peut-être la radio du rachis, on ne sait pas s'il y a une fracture vertébrale ou non. Les 2/3 des fractures vertébrales sont asymptomatiques, donc on ne sait pas s'il y a une fracture vertébrale ou non. Donc on n'a pas toutes les données, donc on ne peut pas conclure de 100%, mais on peut donner une orientation en fonction des données qu'on a. Et à partir de là, le médecin qui suit la patiente pourra compléter et voir s'il suit notre avis ou non. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr Kolta, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup. Donc, on a appris pas mal de choses. Donc, il faut prendre son temps pour interpréter une ostéodensitométrie. Donc, il ne faut pas seulement voir le résultat et commencer le traitement. Donc, on a appris beaucoup de choses ce matin. Merci beaucoup. Madame Kissine vient de nous rejoindre. Marhaba bik, alf marhaba. Donc, s'il y a des questions concernant cette présentation. Oui, Madame Kissine. Merci.
Merci, Monsieur Colta, pour votre présentation très intéressante. Je voulais juste vous demander, quand un patient est mesuré, par exemple, ou une patiente, puisque c'est plus souvent le cas, mesuré par un appareil et on change d'appareil pour des raisons, enfin, le cabinet de radiologie n'a pas le même ou quoi que ce soit. J'avais lu il y a longtemps qu'il y avait des formules pour les changements d'appareil. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on les utilise encore ou est-ce que c'est plus le cas? Oui. Il y a deux façons de faire la post-calibration in vitro, c'est dans le contrôle, et in vivo. Donc, in vitro, le consultant, quand il met, alors, il faut toujours changer avec la même main, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Quand il fait le nouvel appareil, il passe le contour substantiel, il passe le contour, et voilà, c'est la même connexion des appareils. Et faire la mesure, parce que dans un mois, ça ne va pas changer. Et une fois qu'on a mesuré les deux patients sur les deux appareils, il faut prendre la moyenne des différences des deux appareils, ou la différence des moyennes, c'est la même chose. Théoriquement, si les deux appareils mesurent la même chose, on aura la différence des moyennes à 0. Ensuite, on prend l'écart type de la différence des moyennes, prendre 1,96 fois l'écart type. Et là, on a l'intervalle de confiance à 95%. Donc, si on fait ça, on aura une différence qui est un peu plus que 30. Nous, on l'a mesuré sur quand on a changé d'appareil, on l'a publié. En gros, si on veut prendre un chiffre rond, ça passe de 30 à 50. C'est ce qu'on a, nous avons trouvé. Le problème, c'est que si vous faites, et que vous voyez qu'il y a un appareil qui surestime par rapport à l'autre, là, ça complique un peu les résultats. Mais si vous savez que vous avez mesuré ça et que vous avez le de 30, vous passez à 50, sur votre appareil, l'ancien et le nouveau, ça va. Il ne faut pas faire ça avec deux appareils différents, une fois sur un appareil, une fois sur l'autre appareil. Excusez-moi, dans votre pratique quotidienne, pour le suivi densitométrique des patients, vous faites à quel rythme? Oui. Alors, ça dépend s'ils sont traités ou non. S'ils sont traités par un traitement anti-ostéoporotique, c'est pas avant 3 ans, sauf si c'est le Forsteo, par exemple. Mais si c'est bisphosphonate, 3 ans pour avoir une différence significative. Parfois 2 ans, mais c'est pas remboursé en France si c'était en 2 ans. Après 2 ans, c'est minimum 3 ans. Sauf si on décide d'arrêter. Parce qu'une des indications en France pour arrêter le remboursement, s'il y a une décision prendre une décision thérapeutique derrière. C'est vrai, ça nous a permis de revoir les erreurs à éviter en pratique dans l'analyse de l'ostéodensitométrie. C'est vrai, au quotidien, donc tout le monde maintenant le sait, on est parfois très pressé, et donc on oublie certains détails qui sont très importants dans l'interprétation des examens. Donc moi, ma question, c'est beaucoup plus par rapport au corps entier. Quelles sont les indications du corps entier? Parce qu'en pratique, on ne le fait pas. On sait que c'est très important pour analyser tout ce qui est masse musculaire, masse graisseuse, mais vous avez planché des images généralement en pratique qu'on ne demande pas. Donc, à votre avis, est-ce que vous le demandez en pratique et quel est l'intérêt? Merci. Moi, je ne le demande jamais en pratique. Ça reste pour la recherche. Il y a certains centres qui s'occupent de l'obésité, certains centres qui s'occupent, c'est plutôt de la recherche. Actuellement, il y a des études sur la réponse au traitement des cancers, sur la composition corporelle, que ceux qui répondent mieux, ceux qui changent un peu de la composition corporelle. Donc, il y a des études qui sont en cours, mais en pratique, pour l'ostéoporose, c'est pas intéressant de le faire. Oui, Madame Kinsey. Parce que vous avez ça, parce que ni les études sur la relation ostéoporose-sarcopénie. Je ne comprends pas pourquoi on n'introduit pas. On n'introduit pas justement ces études-là en parallèle, parce que vous le savez, ça va conditionner quand même beaucoup la prise en charge de nos patients. Ceux qui ont des masses musculaires faibles, on leur conseille de l'exercice, etc., avec toutes les thérapeutiques, en tous les cas, qui sont possibles dans ce cas-là, elles sont essentiellement des activités. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui ont apporté cela, et c'est probablement quelque chose à introduire, je crois, incessamment. Exposé. Disons que pour la faiblesse musculaire, il y a beaucoup de tests qui sont actuellement faits, même sans examen, comme le test de marche. Voilà.
Pango, il y a plusieurs tests qui sont faciles et qui donnent une idée un peu rapide sur la faiblesse musculaire et sur la sarcopénie. Mais c'est vrai que sur la densitométrie osseuse, on peut avoir de la sarcopénie. Il y a plusieurs choses qui sont sur la densitométrie qui ne sont pas utilisées en pratique, que ce soit la sarcopénie, que ce soit les paramètres géométriques. Il y a plein de choses qui ont été faites à un certain moment et qui ne sont pas utilisées. Peut-être parce que en ville, le corps entier n'est pas vraiment utilisé. Il y a beaucoup de centres qui n'ont pas de corps entier parce que c'est un logiciel à part qu'il faut acheter. Et comme déjà en France, c'est pas remboursé le corps entier. Et puis c'est un examen que personne ne demande. Donc c'est pas rentré dans les mœurs. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça peut être utile, bien sûr. Question. On regarde avec nous et on passe à la deuxième présentation. Bien. En fait, la variation de niveau de gris de chaque pixel par rapport au pixel adjacent. Ce n'est pas le niveau de gris, c'est la variation du niveau de gris. Cette variation de niveau de gris donne une idée. Elle mesure la texture osseuse, non pas la microarchitecture, mais elle peut refléter la microarchitecture, mais elle ne mesure pas la microarchitecture. L'idée, tout simplement, c'est que si on a, de façon caricaturale, si on a une vertèbre avec plein de travées, c'est une vertèbre normale avec plein de travées, il y aura une différence entre chaque pixel et le pixel adjacent, et ensuite entre le pixel, celui-là et celui-là à côté, ainsi de suite. Donc la somme des différences sera élevée. Alors que si on a une vertèbre avec l'ostéoporose sévère, on va caricaturer, on va dire qu'il y a un trou dans l'os, il y aura une différence entre celui-là et celui-là, ensuite entre celui-là et le vide, ensuite il n'y aura pas de différence entre celui-là et celui-là, ni celui-là et celui-là, ni celui-là et celui-là, ainsi de suite. Donc il y aura la somme des différences sera beaucoup moindre qu'une vertèbre normale. Donc si on a un T-score un TBS qui est élevé, ça veut dire que ça reflète la texture qui est pleine, qui a plein de travées, donc elle est plus normale, entre guillemets, qu'un TBS qui est faible. Une autre façon d'expliquer ça, que si on a dans la même surface la même quantité d'os dans ces trois vertèbres-là, on aura toujours la même densité de 1 gramme par centimètre carré. Par contre, si la disposition elle est là, vous aurez une vertèbre qui est beaucoup plus faible que si elle est comme ça, que si elle est comme ça. Ici, il y aura le TBS qui est plus élevé que là, plus élevé que là. Donc, à densité égale, on peut avoir un TBS qui est différent en fonction de la disposition des travées. Et puis, ils ont fait des courbes en fonction des populations qui diminuent avec l'âge, ce qui est rassurant. Alors, comment ils ont validé le TBS? Ils ont pris une étude in vitro, ils ont comparé 40 vertèbres humaines à leur mesure donc, sur la densité osseuse, sur le densitomètre, pardon, et ils ont comparé à les mêmes vertèbres mesurées sur un microscan, et ils ont vu que le résultat TBS était corrélé aux paramètres de microarchitecture. Donc, la connectivité, le nombre de travées et l'espacement des travées de façon très significative. Donc, ils ont conclu que le TBS, même s'il mesure la texture, il reflète la microarchitecture de la vertèbre. Ensuite, ils ont validé en in vivo. Ils ont pris 45 femmes avec fracture ostéoporotique. Ils ont comparé à 155 femmes, donc une femme pour 3 contrôles, appareillées sur l'âge et la DMO du rachis. Ils ont montré que l'aire sous la courbe de la densité osseuse était améliorée quand on rajoutait le TBS de façon significative. Donc, ça apportait un plus, ça donnait une information supplémentaire. Ensuite, ils ont pris des patients ostéopéniques dans les deux groupes, fracturés et non fracturés. Donc, comme s'ils ont pris des patients ostéopéniques, il n'y avait pas de différence dans la densité osseuse des deux groupes. Par contre, ils ont trouvé que le TBS était plus bas dans le groupe avec fracture que dans le groupe sans fracture. Donc, ils ont conclu que le TBS est complémentaire à la densité osseuse et qu'il améliore la détection du risque fracture puisqu'il apporte une information supplémentaire. Ils ont ensuite appliqué ça aux études prospectives. L'avantage du TBS, c'est qu'on peut réanalyser de façon rétrospective tous les examens de façon automatique. On demande à l'appareil de les analyser. En quelques minutes ou quelques heures, on a tous les TBS de tous les examens. Donc, c'est très facile. Ils ont appliqué ça à l'étude Manitoba sur 30 000 femmes de 65 ans suivies pendant 5 ans avec à peu près 1000 fractures. Ils ont montré que pour les fractures vertébrales cliniques, la densité osseuse du rachis et le TBS du rachis prédisait également indépendamment les fractures vertébrales, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Par contre, la densité du fémur total était le meilleur facteur prédictif de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, mais quand on rajoutait le TBS du rachis, ça améliorait la prédiction de la fracture. Donc, ils ont conclu que ça apporte un plus par rapport à la densité osseuse.
Une autre étude prospective, c'était la cohorte CEMOF, la cohorte suisse, 57 femmes, 76 ans de moyenne, suivies pendant 3 ans, avec à peu près 10% de fractures, et l'autre ratio, ajusté sur l'âge et le BMI, par diminution de densité osseuse, était autour de 1,6 à 1,8 pour la densité, il était autour de 2 pour le TBS, et qu'il était toujours significatif même après ajustement sur le DMO. Donc ça ne mesurait pas uniquement de la densité osseuse, ça donnait une information complémentaire. Et que 57% des patientes avaient fracture ostéoporotique avec un T-score inférieur à moins de 5. Donc ça confirme ce qu'on sait, c'est que presque la moitié des patientes qui ont des fractures ostéoporotiques n'ont pas une ostéoporose densitométrique. Et que 75% avaient un TBS inférieur à 1,2. Et quand ils combinaient les deux, TBS inférieur à 1,2 et densité osseuse avec un T-score inférieur à moins de 5, on retrouvait pas 57%, mais 85% des femmes avec fracture. Donc, ajusté à la DMO, la TBS est un paramètre important permettant d'améliorer l'évaluation des risques fracturaires. Si on prend ceux qui ont ça et ça, on retrouve plus de patients avec fracture. Alors, il diminue avec l'âge de façon significative, ce qui est plutôt rassurant. Il est corrélé à la DMO du rachis, mais très faiblement. Donc, il explique entre 12 et 34% du TBS. Elle est expliquée par la DMO. Ce qui montre qu'on ne mesure pas la densité osseuse, on mesure autre chose que la densité osseuse, ce qui est bien. Et le TBS avec l'IMC, on a une corrélation négative sur les appareils urologiques, c'est l'inverse de la densité osseuse. La densité osseuse est corrélée positivement au poids ou à l'IMC, alors que le TBS est corrélé de façon négative sur les appareils urologiques, mais il n'est pas corrélé sur les appareils lunaires. Le coefficient de variation est comparable à celui de la densité osseuse. 2 points importants, c'est que la fracture et l'arthrose lombaire n'ont pas d'influence sur le TBS. Pourquoi? Parce qu'on ne mesure pas le niveau de gris, on a vu la variation du niveau de gris. Donc quand on a une densité osseuse élevée pour la fracture ou pour l'arthrose, tous les pixels sont un peu élevés, mais la différence entre les différents pixels n'est pas très modifiée. Donc c'est pour cela que le TBS n'est pas affecté ni par la fracture ni par l'arthrose lombaire. Ils ont comparé par rapport aux études des essais thérapeutiques, ils ont montré que ce soit les téléparatides ou les hydronates changent le TBS, mais de façon un peu différente par la DMO, mais il y avait un effet sur le TBS pour les patients traités par ces traitements anti-ostéoporotiques. Donc pour conclure sur le TBS, on dit que c'est un paramètre qui mesure la texture osseuse, mais qui reflète la microarchitecture. Il exprime le taux de variation du niveau de gris. Il est mesuré de façon automatique, on n'a rien à faire. Si on a le logiciel TBS avec le rachis, il va donner le TBS sur les mêmes vertèbres qu'on a mesuré pour une densité osseuse. Je vous ai dit que la densité osseuse totale n'est pas la moyenne des différentes vertèbres, mais c'est le somme du BMC divisé par la somme de la surface. Sur le TBS, c'est la moyenne arithmétique. Donc vous faites la somme des 4 vertèbres divisée par 4, c'est le TBS moyen. C'est la moyenne arithmétique. Il n'a pas d'unité. Il peut être considéré comme nouveau facteur de risque et il améliore la prédiction des risques fracturaires. Comment l'utiliser? Il n'y a pas de consensus. C'est un facteur de risque, surtout chez les ostéopénies. Quelqu'un qui a un T-score à moins 4, ce n'est pas la peine de faire le T-score, le TBS. Quelqu'un qui a une densité tout à fait normale, ce n'est pas la peine de faire le TBS. C'est quand on ne sait pas un peu comment faire qu'on peut être aidé avec le TBS. Pour ceux qui en ont de l'expérience, est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel on dit qu'il est bas? Est-ce que c'est 1,2? Il n'y a pas de consensus. Et il a été incorporé au FRAX. Donc on peut ajuster le FRAX sur le TBS. La troisième chose qu'on peut faire, c'est la mesure du FRAX. Ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut faire. Ils sont juste incorporés le questionnaire du FRAX dans les appareils. Donc on pose des questions du FRAX et l'appareil va chercher le résultat du col fémoral pour l'incorporer et calculer le FRAX automatiquement. Et puis, il faut comparer par rapport, en France, nous avons cette courbe-là, qui est le seuil d'intervention thérapeutique, et on compare par rapport au seuil, pourcentage de femmes ayant le risque de fracture, de même âge. Si c'est au-dessus de ce seuil-là, au-dessus de cette courbe-là, c'est une indication à traiter, s'il y a une indication à mesurer le FRAX, bien sûr. Je ne suis pas rentré dans le détail du FRAX. Comme je vous ai dit, il peut être ajusté sur le TBS, il peut être ajusté sur l'ostéoporose corticoïdique en fonction de la dose des corticoïdes. Une autre chose que l'on peut mesurer sur les appareils
de densimétrie, c'est le corps entier. Bon, je vous ai dit que c'est pour faire la composition corporelle et non pas pour faire la densité osseuse. Alors, c'est pas pour savoir si la personne est obèse ou maigre, ça on peut le savoir même parfois sans pèse-personne, sans balance, mais pour avoir la composition corporelle. Ici, c'est une patiente qui a un BMI qui est tout à fait normal, mais qui a 42% de masse graisse. Donc, le BMI ne reflète pas forcément la composition corporelle. Donc, l'appareil mesure la quantité de graisse en grammes, la quantité de muscle en grammes, le pourcentage de graisse dans chaque sous-région, et nous avons des courbes pour chaque sous-région. Il faut faire attention avec ces courbes-là parce que ce sont des courbes américaines, et c'est sûr que la composition corporelle des femmes françaises ou des femmes marocaines n'est pas comparable aux femmes américaines. Donc, il n'y a pas de courbe française pour la composition corporelle. Je ne sais pas si au Maroc il y en a, mais si c'est la courbe américaine qu'on utilise, il faut faire attention. Ça, c'est un exemple sur lunar. L'autre, c'était surologique. Ça, c'est sur lunar. Pareil, on a la quantité de graisse, quantité de muscle, pourcentage de graisse sur la région et sur les tissus. Pourcentage de graisse sur le tissu, c'est-à-dire le tissu, c'est la somme de graisse plus muscle, et la région, c'est graisse plus muscle plus contenu minéral osseux. Et à partir de là, on a donc pour chaque sous-région donc la composition de graisse, de muscle, de tissu qui est la somme des deux, des régions qui est la somme des deux plus le CMO, et le pourcentage de graisse dans les tissus ou dans la région. Et à partir de là, on a donc ces résultats-là. Et on a les mêmes résultats, l'appareil nous donne les mêmes résultats, donc la zone androïde ou gynoïde. Donc, pour chaque sous-région, on a les mêmes résultats, quantité de graisse, quantité de muscle et pourcentage de graisse. Nous pouvons aussi, nous, choisir les résultats que l'on veut dans la région que l'on veut. On peut faire des sous-régions de n'importe quelle forme. Cercle, ovale, carré, rectangle, trapézoïde, c'est ce qu'on veut, dans la zone que l'on veut. Et dans chaque zone, ces 4 zones-là, 1, 2, 3, 4, il nous donne la densité osseuse de CMO à la surface, mais également la quantité de graisse, quantité de muscle, le pourcentage de graisse dans la région que l'on veut, si on veut faire de la recherche. À partir de la composition corporelle, on peut calculer donc la sarcopénie. La sarcopénie, la formule, une des formules, c'est l'indice de masse squelettique ou l'indice de masse musculaire. C'est la somme de la masse maigre de 4 membres divisé par la taille en mètres au carré. Si c'est au-dessous de 5,45 kg par mètre carré chez les femmes ou 7,26 kg par mètre carré chez les hommes, on considère qu'il y a une sarcopénie. Ces chiffres-là, ils viennent, en fait, c'est 2 déviations standards au-dessous de la moyenne. Donc, ils ont pris la moyenne des femmes normales ou des hommes normaux, ils ont comparé, ils ont fait 2 déviations standards, et ça, c'est le seuil de moins de 2 déviations standards. Au-dessous de 2 déviations standards, on considère qu'il y a une faiblesse, une sarcopénie, avec l'intervalle de confiance à 95%, bien sûr. Et un autre logiciel récent, à partir de la composition corporelle, ce qu'on appelle la mesure de la graisse viscérale, ou VAT pour Visceral Adipose Tissue. Elle est mesurée sur une zone qui est en fait devant L4. Quand on positionne la limite du bassin, l'appareil positionne automatiquement cette zone-là. Et c'est dans cette zone-là, avec une hauteur de 5 cm, qui mesure la graisse viscérale. Ce qu'on vérifie, nous, c'est qu'il y a 6 lignes verticales, que vous le voyez, 3 de chaque côté. En fait, ils sont positionnés à la limite du corps, donc la peau, et les muscles à l'extérieur et à l'intérieur du muscle. Vous voyez ici la peau, les muscles extérieur-intérieur, la peau, les muscles extérieur-intérieur. Ensuite, l'appareil calcule la graisse viscérale à l'intérieur, qui est un facteur de risque cardiovasculaire important. Comment ils calculent ça? Ils ont comparé ces zones-là avec une coupe de scanner. Quand on est allongé, la graisse s'étale. Donc, la graisse abdominale est comme ça. Ensuite, elle s'étale un peu sur le côté. Donc, c'est la partie qui est étalée sur le côté. Dans la coupe, ils ont calculé une formule qui prend la graisse qui est sur le côté pour estimer la graisse sous-cutanée qui est en face et derrière l'abdomen. Donc, à partir de la graisse qui est sur le côté, ils ont estimé la graisse sous-cutanée qui est en face et derrière l'abdomen. Donc, ils ont la graisse sous-cutanée totale. Donc, à partir de la graisse qui est là, ils s'appliquent la formule, ces deux-là,
et ils calculent la graisse sous-cutanée totale. Et comme ils ont la graisse totale, ils enlèvent la graisse sous-cutanée et le reste, c'est la graisse qui est à l'intérieur de l'abdomen, la graisse viscérale. Les résultats se présentent comme ça. Nous avons la VAT en grammes, la VAT en centimètres carrés et la VAT en centimètres cubes. Les trois résultats sont corrélés à 100%. Donc, avoir l'un, on peut avoir les deux autres. Et on a un coefficient de variation de la réanalyse des examens qui est correct. Une autre chose que l'on peut faire sur les appareils de densitométrie, c'est ce qu'on appelle les paramètres géométriques ou la macro-architecture. Il y a un logiciel qui s'appelle AHA, Advanced Heap Analysis Lunar, HSA, Heap Structure Analysis Urologique. Il donne des paramètres géométriques. Le premier paramètre géométrique qui a été fait, c'était la longueur de l'axe du col. On sait que plus le col est long, à densité égale, il est plus faible. C'est physique. Si vous avez quelque chose qui est long et fin, si elle tombe, elle se casse plus facilement que si elle est courte et large, à densité égale. On sait qu'une déviation standard de l'augmentation de la taille de la longueur de l'axe du col double le risque de fracture à densité égale. Mais également, il calcule l'angle cervico-diaphysaire, l'épaisseur de la corticale de la diaphyse, du col fémoral, le moment d'inertie, le module de section. Sur les appareils urologiques, il mesure donc au milieu du col, là où le col est plus étroit, le narrow neck, la région rétrocontérienne et la diaphyse. Donc tous les résultats sont dans ces trois zones-là. Et un indice de stabilité qui s'appelle le buckling ratio sont tous des paramètres géométriques qui reflètent un peu la solidité de l'os de façon indépendante à la densité osseuse. Ils ne sont pas utilisés, sauf en cas de recherche. Peut-être comme la sarcopénie, un jour on pourra utiliser ce genre puisqu'ils existent sur les appareils. Alors, une autre chose qui peut-être un jour ou l'autre viendra dans la routine clinique, c'est ce qu'on appelle le modèle élément fini. À partir d'un examen d'excès, on peut calculer le modèle élément fini sur la hanche, par exemple. Le modèle élément fini, il calcule à partir du volume de l'os et à partir des niveaux de grille, la résistance de chaque pixel en fonction du niveau de grille, et par conséquent, il donne un peu le risque de fracture individuelle de façon un peu plus précise, si on peut le calculer. Ça existe, on peut le faire, pour le moment c'est de la recherche, mais ça viendra un jour peut-être, d'avoir le modèle élément fini, que ce soit sur les vertèbres ou que ce soit sur la hanche. Et je terminerai avec cette étude qu'on a faite, c'est la reconstruction en 3 dimensions qu'on a appelée la 3DEXA, 3-Dimensional X-ray Absorptiometry. On a comparé la reconstruction en 3 dimensions de la face profil des vertèbres sèches et de la hanche in vitro, comparé à la reconstruction au scanner, et on a vu que la différence était 0,1 mm de différence, avec une valeur absolue inférieure à 1 mm de différence. Donc la reconstruction était assez précise. Le but, c'était de calculer les paramètres géométriques dont j'ai parlé sur la hanche en 3 dimensions. Donc on s'affranchit avec les erreurs qui sont dues au positionnement. Et c'était significatif quand on a comparé ça par rapport à la force à la rupture quand on casse les fémurs. On ne l'a pas fait sur les fémurs in vivo parce qu'il y a le bassin qui se superpose, qui gêne un peu le résultat. Et par contre, on a pu le faire sur la colonne. On a, à partir de la VFA face profil, on a pu reconstruire in vivo, donc le rachis, et on a calculé les paramètres géométriques des vertèbres sur les vertèbres dorsales et lombaires. Ça, c'est une étude où on a comparé le suivi sur 6 ans en fonction des tranches d'âge. On voit que sur les vertèbres thoraciques, il y a en gros une perte de la taille des vertèbres avec l'âge, ce qui fait que ça devient de plus en plus fragile. Par contre, sur les vertèbres lombaires, il y avait plutôt une compensation par une augmentation de la densité osseuse diminuée, d'arriver à une augmentation de la taille pour compenser un peu la perte osseuse par la taille qui devient plus c'est grand, plus c'est solide, vu qu'il y a les forces biomécaniques sur les vertèbres lombaires ne sont pas les mêmes que les forces biomécaniques sur les vertèbres thoraciques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Kolta, pour votre excellente présentation. Merci beaucoup. Ça nous a permis de voir à quel point l'ostéodensitométrie est riche d'exploration.
Et ça ouvre des champs de recherche par la suite si on veut utiliser ces paramètres. Donc, on ouvre le débat s'il y a des questions. Dr Manès. Merci beaucoup, M. Colta, pour votre présentation, tour d'horizon vraiment complet et actualisé. Alors, je reviens à la TBS. Moi, je pense personnellement que la TBS devrait être intégrée dans la mesure, donc dans la définition de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une altération à la fois de la quantité et de la qualité osseuse. Et donc, il ne faut pas se limiter à la définition densitométrique, qui bien sûr évalue la quantité, mais il va s'étendre éventuellement à la TBS. Moi, je pense que logiquement, il faut associer les deux. Je suis d'accord avec vous. Le début du TBS était un peu... Ils ont voulu aller très vite. Ils ont publié plein d'articles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient un peu les freiner. Mais eux, ils disent qu'on ne peut pas faire des études pendant 20 ans avant de commercialiser parce que sinon, on coule, quoi, financièrement. Donc, ils ont commencé à être très agressifs en disant que le TBS, c'est excellent, ça va remplacer tout. Et on peut suivre les patients là-dessus, on peut suivre les médicaments là-dessus, on peut tout faire avec ça. Quoi. Donc, ce qui a un peu fait de la résistance des sociétés savantes en disant attendez que ce soit validé. Maintenant, je crois que tout le monde accepte que c'est quelque chose qui apporte un plus. Maintenant, comment l'utiliser? Le fait qu'il soit intégré au FRAX veut dire qu'ils ont accepté que c'est quelque chose qui apporte une information complémentaire. Quand on voit les prospectus qu'ils veulent faire avec des cas cliniques en disant voilà, la densité était mauvaise alors que le TBS aurait dû faire avec ça, on aurait dû traiter les patients. Il n'y a pas vraiment de preuves que suivre les patients sur le TBS sera mieux. Par contre, l'intégrer en tant que facteur de risque, quand il est bien utilisé, parce que c'est pas la peine de... Quand vous voyez quelqu'un qui a une densité tout à fait normale et qui a un TBS bas, personnellement, je ne veux pas le traiter si la densité est tout à fait normale. Alors qu'eux, ils disent non, la densité est normale, par contre, il a un TBS bas, il faut le traiter. Donc, il faut se mettre d'accord. Donc, les sociétés savantes ne sont pas encore tout à fait d'accord sur ça. C'est vrai que c'est un plus, mais je ne crois pas que ça va remplacer la densité osseuse, si c'est bien fait, bien sûr. Professeur McKinsey. Oui. Merci, Monsieur Colta. Encore très intéressante la partie que vous avez traitée. Je voulais juste deux choses. La première, c'est une remarque, c'est que pour aller dans le même sens, on est passé de la déminéralisation osseuse à la quantité de l'os, et puis alors la qualité, l'architecture, ça ne progresse pas. Je trouve qu'on n'a pas assez de données, parce que vous avez des gens que vous voyez au quotidien avec des masses osseuses qui sont basses, et pourtant aucune fracture, et contrairement à ce que vous avez cité tout à l'heure, des gens à DMO normal, et pourtant ils ont des fractures. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'utilisation du FRAX. On le fait systématiquement, et c'est vrai que de rester limité au col fémoral, à l'extrémité du supérieur du fémur, pose un problème, puisque vous avez d'autres sites qui peuvent être plus bas. Et alors, est-ce que vraiment le FRAX, moi j'ai pas trop d'expérience FRAX plus TBS, est-ce que vous avez plus de données, j'allais dire, et plus dans votre pratique courante? J'ai pas d'expérience sur le FRAX TBS. Le problème du FRAX, qu'il ne faut pas l'utiliser de façon systématique. Il faut pas que quand on envoie quelqu'un qui fait la densité osseuse, il rajoute le FRAX, et à partir du FRAX, il dit voilà, il faut traiter, il ne faut pas traiter. Ça, c'est la pire des situations, c'est de faire tout automatiser en disant je fais ça, et puis ça me sort le résultat en disant il y a un risque élevé de fracture, il faut traiter, il ne faut pas traiter. Il faut pas ça. Ça, c'est la décision de traiter ou non, c'est quelque chose de médical en prenant en compte tous les facteurs de risque. Donc le FRAX, c'est pas quelque chose à faire de façon systématique déjà. Le FRAX ajusté au TBS, pourquoi pas, mais est-ce que ça remplace tout seul? Je ne suis pas sûr. Donc ça peut être rajouté si il y a une indication à faire le FRAX. Théoriquement, le FRAX sur quelqu'un qui est traité, par exemple, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui est normal, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui est plus inférieur à 40 ans, il ne faut pas le faire. Il y a plusieurs choses qui limitent pour le FRAX. Donc, il ne faut pas l'utiliser de façon... on est tous d'accord. Alors, est-ce que c'est le fait d'ajuster sur le TBS, ça améliore ou non? Je n'ai pas d'expérience.
J'ai essayé même de faire l'ajustement. Je crois qu'il faut se connecter sur le site de Sheffield pour faire ça. On ne peut pas le faire. Ouais. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas d'expérience avec si vraiment c'est améliorant. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, il y a peut-être 25 ans, j'avais imaginé que l'appareil de densitométrie osseuse fasse la densité osseuse, plus la VFA, plus un site, que ce soit le calcanéum, parce qu'à l'époque c'était le calcanéum qui était à la mode, de faire une sorte d'irradier beaucoup plus sur le calcanéum pour avoir la vraie microarchitecture du calcanéum. Donc on aura la microarchitecture, avoir les paramètres géométriques, donc on aura la macroarchitecture, avoir de la vertèbre, avoir la densité, et prendre avec tout ça, faire une sorte d'indice composite pour nous donner un peu le risque fracturaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui intéresse les constructeurs, quoi. Docteur Ouatir. Bonjour. Merci pour votre exposé bien détaillé. Alors, ma question, c'est la place de la VFA dans la surveillance en cas d'ostéoporose. Ma question, à quel rythme il faut demander la VFA? Est-ce que c'est corrélé à celui de la DMO? Et est-ce que ce rythme est modifié par rapport s'il s'agit d'une densité osseuse normale au rachis ou densité ostéopénie ou ostéoporose rachidienne? Voilà, merci. La VFA contient l'indication à faire une imagerie. Donc, déjà suivre la taille de la personne est très importante. Si elle n'a pas perdu de taille du tout, on peut dire qu'il n'y a pas de fracture. C'est pas la peine de faire ça. Par contre, quand on fait la densité au bout de 3 ans, si vraiment il y a une indication à mesurer la VFA, on pourra la faire. C'est que s'il y a une perte de taille, s'il y a des médicaments qui jouent sur l'os ou des maladies qu'elle a eues entre-temps, si elle a déjà eu une fracture, on peut faire la VFA. L'avantage, c'est qu'on n'irradie pas la patiente, mais on ne va pas faire la VFA toute seule, simplement en tant que suivi, même si ça irradie pas beaucoup. C'est irradie quand même, mais beaucoup moins que radio. Donc on l'a fait quand il y a une indication à faire une imagerie. C'est pas corrélé à la densité du rachis, parce qu'on peut avoir une fracture vertébrale alors que la densité du rachis est tout à fait normale. Il faut la répéter quand il y a une indication à la faire. S'il n'y a pas d'indication à la faire, c'est pas la peine. C'est que si la personne n'a pas perdu de taille et qu'elle se plaint de rien, il n'y a pas d'indication à faire. Docteur Maroufi. Merci pour la qualité de votre exposé. Alors, actuellement, dans le suivi thérapeutique de l'ostéoporose, on essaye de définir une cible thérapeutique. Et pour le moment, la cible thérapeutique est basée sur la densité osseuse uniquement. Alors ma question, pourquoi ne pas associer le TBS à la DMO pour avoir une cible plus pertinente, disons. Je ne sais pas si docteur professeur Nasser va en parler. Oui, je vais en parler dans la cible thérapeutique. En parler, mais donc vous aurez la réponse dans quelques minutes. Justement, moi j'ai une question rejoignant celle du professeur McKinsey par rapport au FRAX. Parmi les limites du FRAX, il y a l'utilisation beaucoup plus de la DMO au niveau du col fémoral. Maintenant, j'ai lu, et je vais en parler tout à l'heure, par rapport au FRAX Plus. FRAX Plus, effectivement, donc c'est une nouvelle application qui fait intégrer la DMO au niveau du rachis. Et j'ai pas trouvé l'application, je trouvais juste l'abstract qui a été présenté dans l'ECHIO, quelques études qui ont été faites en 2019. Je voulais savoir votre expérience, qu'est-ce que vous l'utilisez, est-ce qu'il est disponible ou... Non, je n'ai pas d'expérience là-dessus. En fait, pourquoi ils ont utilisé le col de fémur? Parce que quand ils ont pris les populations pour faire le FRAX, c'était des populations, des suivis de cohorte, et il n'y avait que cette information. Donc, ils ont pris le col de fémur, ils n'ont pas, par exemple, la hanche totale, parce qu'il n'y avait que cette information, l'information du col fémoral. Donc, ce n'était pas
parce que pour des raisons scientifiques, c'était pas pour des raisons pratiques. C'est vrai que maintenant ils disent qu'on peut remplacer le col fémoral par la hanche totale, et on a tous vu des patients qui ont une ostéopathie tout à fait normale à la hanche, alors qu'ils étaient beaucoup plus bas au rachis, et c'était pas très logique de calculer le frax sur la hanche qui est tout à fait normale. Donc je crois que ça c'est une évolution. S'ils ont des calculs pour vérifier sur des populations, c'est une évolution tout à fait logique d'utiliser le site le plus bas ou utiliser le rachis si la hanche est tout à fait normale. Je ne crois pas que ça a été inclus aujourd'hui de façon qu'on puisse l'utiliser nous. Donc c'est peut-être un abstract qui a été fait ou une présentation de TIO, mais si ça va dans ce sens-là, c'est plutôt logique. S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Dr Kolta pour ces deux excellentes présentations. Donc on vous invite maintenant à une pause café de 30 minutes et donc on va passer à la deuxième session par la suite. Merci.